Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul, pour parler aujourd'hui d'un film improbable. Vous l'aurez peut-être deviné par le fond d'écran qui est derrière moi, ce fond vert pourri, qui est à peu près aussi médiocre que certains des effets spéciaux donc, du film dont nous allons parler aujourd'hui. Un film intitulé Minecraft 2025, réalisé par Jared Hess. Alors, remontons d'abord à la source, brique par brique, pour parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo donc, qui a vu le jour en 2014, ou plutôt en 2011, et qui est ce qu'on appelle en anglais un sandbox, qui est ce que vous voyez derrière moi. On construit, donc il y a une liberté totale, une créativité totale, une espèce de Lego virtuel qui fait que le jeu devient rapidement le jeu le plus vendu de l'histoire de tous les jeux vidéo. Il est revendu à Microsoft en 2014 pour la somme de 2,56 milliards de dollars. Donc effectivement, c'est un truc énorme à travers le monde. Donc le cinéma ne pouvait pas ne pas s'y intéresser, en particulier ces jours-ci, mais ça commence beaucoup plus tôt que ça. Dès quasiment les premiers pas du jeu, plusieurs itérations d'un film se profilent à l'horizon. On voit toutes sortes de noms qui sont avancés, puis finalement qui quittent la partie, des Sean Levy, des McElhenney, et plein de scénaristes qui se cassent les dents, parce qu'en fait, l'attrait du jeu fait le problème du scénario, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'histoire, mais on crée soi-même sa propre aventure et il n'y a pas de limite à son imagination, donc c'est un petit peu idiot d'essayer d'enserrer ça avec des personnages, des arcs et des histoires. Ce qu'ils essayent de faire quand même néanmoins dans le film de façon très maladroite et surtout très légère, comme on va voir, parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est la propriété intellectuelle, c'est le jeu et c'est la notoriété avant même que les financiers commencent à, ou qu'on tourne un seul pouce de film, ou que les financiers se mettent à investir. Donc, le modèle, c'est Super Mario, le modèle, c'est Barbie aussi. Alors, ils décident de ne pas en faire un dessin animé comme Super Mario, mais d'en faire véritablement un film de live action avec des véritables êtres humains enfermés dans des hangars avec des fonds verts. On va parler de ça un peu plus dans quelques instants. Mais on voit qu'après l'énorme succès planétaire de Mario et de Barbie, plus que jamais le cinéma est destiné aux enfants. Et donc, une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, le film n'est pas aussi nul qu'il n'en a l'air. Et je vais vous expliquer, en tous les cas, à mon avis, pourquoi dans quelques instants. Et la mauvaise, c'est que vu le succès déjà planétaire du film, on s'achemine très rapidement vers le milliard de dollars, eh bien, on risque de ne voir plus que des films comme le Kool-Aid Man, petit clin d'œil à la série télé The Studio, avec le grand Seth Rogen, où il se moque justement de ce nouvel Hollywood, où effectivement plus vénal que jamais, où on est intéressé uniquement que par les jouets, les enfants, les followers, et toute une espèce de de connaissances pour ce que j'appelais justement ces propriétés intellectuelles si chères aux producteurs qui préfèrent bien évidemment partir de quelque chose que les gens connaissent déjà, et Minecraft, quel succès mondial, plutôt que d'investir dans des histoires plus originales, ce qui donne bon, tout d'abord effectivement plein de films de super-héros pendant des années, puis maintenant on a l'air de passer petit à petit à une vague de jeux vidéo. Alors on croirait toujours une parodie parce que il y a quelques années, quand Ridley Scott avait annoncé le film Monopoly, tout le monde, ça n'a pas vu le jour d'ailleurs, mais tout le monde s'était esclaffé. Parce qu'effectivement, on a l'impression que, comme avec la série Transformers, où on était parti de jouer pour faire des films, les histoires, les scénarios, tout ça n'a plus aucune importance. Donc, on va commencer par les bonnes choses qui sont dans ce film que j'ai vu hier, donc qui est tout frais dans ma tête, que je suis allé voir en salle. Il n'y avait pas grand monde, mais c'était dans la journée. C'est un film, donc, comme je disais, véritablement pour les enfants ou les gens qui ont grandi peut-être avec le jeu. Je n'ai jamais joué au jeu, préférant des bacs à sable plus adultes comme GTA. Celui-là me paraissait un petit peu enfantin, mais en tous les cas, il plaît énormément et je comprends l'attrait de construire des choses et de n'avoir aucune limite, effectivement, aux aventures qu'on peut vivre sans aucune contrainte. Ça, c'est un truc très séduisant et c'est la liberté qu'ils essayent de montrer aussi dans les films Lego. Donc, plein de références à d'autres films, Jumanji aussi, mais tout ça, ça part des films où on part de notre monde
pour arriver ensuite dans un autre monde. Donc le magicien d'Oz était quasiment le premier à faire ça. Aujourd'hui, alors les personnages sont de plus en plus légers, de plus en plus caricaturaux, comme on va le voir, comme dans Barbie et comme dans celui-là. Avant de parler des points forts, on peut juste parler du fait qu'effectivement, la différence entre le monde réel et le monde enchanté où nos amis basculent, que ce soit dans Barbie ou celui-là, est très mineur de cette manière, parce que le monde réel est presque plus fantasque que le monde de fantasy. Donc c'est très étonnant que ce soit dans Barbie, quand elle arrive dans ce conseil d'administration de Mattel, qui est extrêmement parodique et une fois de plus très coloré, très caricatural et très cartoon. On a l'impression qu'on est toujours dans son monde. Mais j'aime un peu moins Barbie que je l'ai aimé Minecraft, bizarrement, parce que ma Barbie avait une espèce d'agenda politique, je trouve, derrière, où il voulait le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière Barbie, pardon. Alors que celui-ci bénéficie un atout majeur, deux atouts majeurs. Le premier, Jared S. Alors Jared S. C'est un metteur en scène très intéressant, pardon, c'est un metteur en scène qui est une espèce de Wes Anderson des campagnes, qui a une approche très excentrique du cinéma. Il fait quasiment à chaque fois des films cultes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de aller le chercher lui, parce qu'il a véritablement un univers à la manière d'un Tim Burton, presque en enlevant tout le côté gothique. Et il offre des personnages très excentriques, très étranges, très hors du commun. Et c'est comme ça que la première fois, il a rencontré le public avec un film véritablement culte qui s'appelle toujours Napoléon Dynamite. Alors, Napoléon Dynamite est un film qui était très drôle, qui a très bien marché en plus parce qu'il était pour tout le monde. Les familles pouvaient aller le voir, il n'y avait pas de grossièreté, et ça, on retrouve ça chez S dans Minecraft, c'est un truc pour les familles. Alors, il continuerait dans la même veine que Napoleon Dynamite avec moins de succès, de plus en plus, de moins en moins de succès, on va dire, de plus en plus moins de succès. Je parle très bien français. Et il fait ensuite Gentleman Broncos, que j'aime bien, où il fait la connaissance de Jemaine Clement, qui rejoint le casting de Minecraft, dans un petit rôle. On est toujours heureux de voir Jemaine Clement à l'écran. Il est un des deux membres des Flight of the Conchords, et on se rend compte que, il amène toujours un plus à un film, que ce soit dans le dernier Avatar ou d'autres films, il est toujours drôle de voir Jermaine Clement. Et là, il fait un personnage, il se fond dans l'univers hessien de Jared S. et fait une fois de plus un personnage haut en couleur dont le metteur en scène a le secret. En général, il faisait des films avec sa femme, Jared S., Jerusha. Tous ses premiers films ont été écrits avec elle. Je crois que ce sont des Mormons. Et là, celui-ci est écrit par une pléthore de scénaristes depuis la première fois où le film devait voir le jour dans les années 2010, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a une dizaine au moins de scénaristes qui se sont succédés parce qu'effectivement, c'est un calvaire d'imaginer une histoire et on peut pas dire qu'ils ont complètement réussi, mais le titre exact du film, c'est A Minecraft Story, qui veut dire que c'est une histoire parmi des milliards, comme le dit lui-même Jared S., qui parvient donc, et c'est ce que j'ai aimé, à amener quand même sa poésie, sa fantaisie dans une espèce d'énorme machine commerciale, donc qu'est Minecraft. On retrouve quand même son style, en particulier dans la première partie du film, où il fait vivre ce village. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien, comme toujours avec lui, ou même avec d'autres metteurs en scène comme Burton ou David Lynch, ou John Waters, on ne sait pas complètement en quelle année on est, mais ça n'a pas d'importance, parce que là, on est véritablement dans un film qui est destiné aux plus petits et qui touche sa cible. C'est pour ça que je parle du film aujourd'hui, puis c'est pas tout à fait le genre de film dont on parle d'habitude. C'est parce qu'en fait, le film remplit son contrat. Il s'adresse à un certain public et il touche ce public. Donc on dit il faut pas pisser contre le vent. Pardon une fois de plus pour mon langage un peu fleuri, un peu cru. Mais on ne critique pas les gagnants, proverbe romain. Et surtout, il y a des jours où on a envie d'un cheeseburger, et il y a d'autres jours où on a envie de wagyu ou de filet mignon, si heureusement on peut se le permettre. Et en fait, voilà, donc on n'a pas toujours envie de manger les mêmes choses. Et cette fois-ci, si on a envie d'un produit de grande consommation, celui-ci est plutôt bien fait, car effectivement, ils veulent pas. Dans le temps, on faisait des Street Fighter ou des Mortal Kombat et on avait tendance à abîmer un peu les franchises avant même qu'elles ne décollent, parce qu'on savait pas, comme dans les balbutiements des comic book movies, exactement comment prendre la bête.
Et maintenant, il semble qu'ils aient trouvé une espèce de bon grip Hollywood et qu'on va se retrouver avec toutes sortes de films, des Zelda et autres, dans un futur proche. Alors, la grande l'autre grand point fort, pardon, du film, c'est Jason Momoa, curieusement, qui prouve qu'il a véritablement la vis comica et il est extrêmement drôle. Il joue un personnage qui est à mi-chemin entre une espèce de Kurt Russell et Bud Spencer. Effectivement, en fait, il partage une chose avec Jack Burton. J'ai trouvé beaucoup de points communs entre lui et Jack Burton parce qu'il est le héros de son propre film au sein d'un autre film. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de se la jouer et de croire qu'il est au-dessus du lot alors qu'il est parfaitement ridicule. Alors, il est extrêmement parodique. Une fois de plus, si vous attendez de la caractérisation des arcs et des évolutions de personnages, passez votre chemin. Allez voir de Brutalist dans le genre architecte, un autre mec qui construit des trucs. Mais donc, n'allez pas voir celui-là, mais si vous voulez simplement vous détendre et, comme on dit, débrancher votre cerveau, mais de façon moins dégoûtante que certains autres films, eh ben celui-là, il est bien parce qu'en fait, il part franchement par la comédie. Voilà, et c'est ça que j'ai aimé. Il n'y a plus de comédies en Amérique. Elles se sont déplacées dans les films d'horreur, dans les films de super-héros, partout. Et maintenant dans les films pour enfants, d'ailleurs depuis un petit moment, parce qu'effectivement, Pixar ou les Mignons, tout ça, c'était plutôt branché comédie. Et celui-là ne déroge pas à la règle et nous offre effectivement un film qui est très drôle. Moi, j'ai ri plusieurs fois. Il y a certaines vannes qui tombent à l'eau. J'ai entendu certains critiques parler d'humour TikTok. Pas très bien ce que ça veut dire. Moi, je pense que il n'y a pas de règle. Une vanne est drôle ou elle n'est pas drôle. Elle peut être TikTok, elle peut être old school. Ce qu'on veut, tant que ça marche, ça marche. On voit ces jours-ci un remake de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le monde avec Liam Neeson? Eh bien, tant pis, non, tant mieux, amenez-le, lapsus révélateur. Amenez-le. Si le film est bien, eh bien, tant mieux, comme je disais. Et s'il n'est pas bien, il disparaîtra aussi vite qu'il est venu dans les limbes du septième art. Et nous aurons, quoi qu'il arrive, toujours le bonheur de pouvoir revisiter Ad vitam aeternam, non pas le film de Guillaume Canet, je vous rassure, mais Ad vitam aeternam, le film des Zucker avec le très grand Leslie Nielsen. Alors, donc, une bonne comédie, je dirais. Si vous voulez vous rire, il y a Jack Black qui commence à s'essouffler un petit peu. Moi, je suis un très grand fan de Jack Black. Je le suis depuis très longtemps, depuis Mars Attacks, quasiment, où il est très jeune. Et ensuite, bien sûr, avec son groupe Tenacious D, avec Kyle Glass, avec lequel il y a des problèmes ces jours-ci, pour des raisons politiques, on va dire. Toujours est-il que, parce que Kyle Glass a dit du mal de Trump pendant un concert, et en fait, euh, Jack Black, peut-être à juste titre, voulait rester apolitique. Effectivement, il touche bien tous les publics américains, comme il le prouve avec ce film, et il n'a pas envie de s'aliéner une très grande partie de la population. De toute façon, je suis pas très fan des artistes qui expriment leurs idées politiques. On voit ça sur Blanche-Neige, qui a été une catastrophe, et donc Disney va probablement apprendre de Minecraft et partir un petit peu moins vers cette espèce d'activisme bon marché, on va dire, et s'orienter un peu plus vers un cinéma de pur divertissement, espérons-le. En tous les cas, donc, Momoa est formidable. Il se libère avec une étrange perruque à la façon de Chris Hemsworth qui s'était libéré avec un nez étrange aussi dans la suite de Fury Road, l'excellent Furiosa. Et bien cette fois-ci avec une perruque où il ressemble à un membre de hair metal, vous savez, ces groupes des années 80, genre Motley Crue. Et bien là, il a cette perruque et ça va bien parce qu'on peut imaginer que ce personnage de loser qu'il incarne aurait éventuellement une perruque. Ce qu'on peut comprendre un petit peu moins bien, c'est qu'est-ce que c'est que cet étrange vidéoclub qu'il a euh, dans cette ville étrange, encore plus étrange, et on se croirait dans Tron. Et les jeux d'arcade et tout ça, il vit sur une ancienne gloire, et d'une fois de plus, on n'a aucune idée en quelle année on se trouve, mais ça n'est pas le propos. On bascule très vite dans le monde de Minecraft avec beaucoup de gags et donc un casting intéressant parce qu'il mélange effectivement des YouTubers. On voit qu'ils ont et ça, c'est tout à leur honneur, parce que autant les premiers jeux vidéo, les premiers films de jeux vidéo, on savait pas très bien ce qu'on faisait, et on sentait que c'était fait par des gens qui n'avaient aucune connaissance des jeux. Là, cette fois-ci, il y avait des véritables YouTubers sur le plateau. Il y avait
pardon, le co-créateur du jeu qui était sur le plateau, donc ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à déconner pour démarrer une franchise comme celle-là. Et le film est truffé de ce qu'on appelle des Easter eggs, ces œufs, ces espèces de petites surprises qu'on cache à travers les films pour les fans. Donc, Jennifer Coolidge, toujours très très drôle. Matt Berry, qui fait une voix qui est formidable. Et donc un film à l'arrivée qui, comme je le disais, mérite d'être vu. Alors c'est mieux si vous avez un enfant avec vous, mais que ce soit le vôtre surtout. N'allez pas emprunter un enfant. Et sinon, moi j'étais tout seul et je me suis bien amusé. Mais je vous dis, comme j'avais envie de ce jour-là d'un cheeseburger, ben j'ai pas été déçu. Voilà, ceci conclut cette émission. Je vous remercie. On se retrouve très vite pour un Kinopod avec mes cinébodies, chers à mon cœur. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner, surtout sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo, ou plutôt tous les 15 jours, parce que c'est énormément de boulot pour vous, pour nous, de Romain Lenoff, de mon ami Romain Lenoff, sont mon ami Katia Lazareva. Merci.